Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct, 23h30 et à revoir sans modération évidemment sur notre site lcp.fr. Notre-Dame-des-Landes, on en parle ce soir, c'est un véritable casse-tête pour le président Macron avec ce rapport remis ce matin par 3 médiateurs. Ce rapport d'ailleurs ne change rien au casse-tête, on va y revenir bien sûr. Il y a les pour, il y a les contre et ce rapport a tenté d'équilibrer d'une manière juste, en tout cas une analyse complète entre créer cet aéroport Notre-Dame-des-Landes ou alors valoriser l'aéroport qui existe déjà à Nantes. Et le gouvernement s'est donné du temps. Il n'a pas voulu trancher tout de suite. Ce sera fin janvier pour une décision définitive sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. On les verra évidemment. Questions posées par des députés lors des questions au gouvernement. Et puis la pression est forte parce qu'il y a des manifestants qui sont des manifestants pro-aéroport et qui considèrent que le gouvernement doit trancher et doit construire ce nouvel aéroport. Ce sont évidemment des questions économiques qui les animent. Et puis ils insistent aussi beaucoup, et on va avoir ce débat sur le fait de restaurer l'ordre public sur ce morceau de terre parce qu'il y a les zadistes et il y a un autre débat qu'on va avoir ce soir sur l'évacuation de cette ZAD, ce qui pose bien sûr beaucoup de problèmes. On se souvient de Sivins et de Rémi Fraisse avec ces violences. Cet homme, Rémi Fraisse, avait trouvé la mort à l'occasion de ces violences. On fait le point ce soir sur Notre-Dame-des-Landes et je vous présente mes invités. Jean-Baptiste Djebari, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de la Haute-Vienne. C'est la première fois que vous venez dans le débat de Ça vous regarde et dans le vieux monde, dans votre autre vie, vous étiez pilote de ligne. Alors c'est un sujet évidemment qui vous intéresse parce qu'on parlera évidemment de la création ou pas d'une deuxième piste et du flux, parce qu'il y a un débat évidemment sur ce flux d'avions. Je précise que vous êtes membre aussi de la commission développement durable à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Mathilde Panot, bonsoir. Députée de la France Insoumise du Val-de-Marne, membre de la commission développement durable. Opposé à la construction de ce nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On écoutera vos arguments avec beaucoup de questions posées aujourd'hui, pas par la France Insoumise d'ailleurs, puisque la question a été posée sur la pêche aujourd'hui, la pêche avec la méthode électrique, mais on reviendra évidemment sur le point de vue de la France Insoumise. Marie-Hélène Aubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On parlera peut-être de l'eau, des zones humides, parce qu'il y a aussi un débat sur la biodiversité, et vous fûtes la conseillère climat-environnement de François Hollande lorsqu'il était président de la République. Vous a-t-il parlé de ce dossier Notre-Dame-des-Landes? Cécile Duflot dit qu'il lui avait dit à l'oreille qu'il n'y était pas favorable à l'époque. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hervé Kemp, bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du site d'information Reporter. Vous l'avez fondé, ce site, et en une, évidemment, vous traitez de cette question de Notre-Dame-des-Landes avec Édouard Philippe. Et puis, quand on descend un petit peu, quand on clique en dessous, il y a le Picard, celui qui a fait ce tour du monde avec l'avion solaire, qui a un point de vue sur Notre-Dame. Il n'y est pas favorable. Il explique pourquoi. Il parle aussi beaucoup des nouvelles technologies en matière de moteurs d'avion. Votre dernier livre, Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe, édition du Seuil. Merci à vous 4. D'abord, regardez, c'est peut-être le dernier, peut-être pas d'ailleurs, de ce long feuilleton, dernier épisode de ce long feuilleton Notre-Dame-des-Landes avec la remise de ce rapport. Les 3 experts étaient à Matignon ce matin pour remettre ce rapport au Premier ministre et à Nicolas Hulot. Évidemment, la pression est forte sur les épaules d'Emmanuel Macron. Regardez ce sujet concocté par Nathalie Guilloire. Rapport sous le bras, les 3 médiateurs ont à Matignon déposé une énième synthèse au Premier ministre sur le dossier sensible de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le rapport nous invite à réfléchir sur un choix qui se formaliserait plutôt de la façon suivante: Notre-Dame-des-Landes ou un réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Un certain nombre de vérifications sur les éléments techniques qui sont mentionnés dans ce rapport seront conduites très rapidement, de façon à permettre au gouvernement de prendre, avant la fin du mois de janvier, comme s'y est engagé le président de la République, une décision. Le rapport propose plusieurs scénarios sans préconiser de choix, mais les médiateurs, après avoir auditionné plus de 200 personnes, posent un constat. Notre-Dame-des-Landes polluera plus et sera plus coûteux que l'agrandissement de l'aéroport actuel de Nantes. Un constat partagé depuis des années par l'association France Nature Environnement. Ça, nous l'avons écrit et toujours dit, c'est que les procédures ont été biaisées par ce manque d'informations de fond que vient trop tardivement, très tardivement, compléter ce dossier. Et donc la décision publique, elle doit se refonder pour aussi retrouver la confiance de tous les citoyens. Parce que ce que dit ce rapport, c'est qu'il y a eu un déni de vrais problèmes, de vraies justifications. Donc on espère que le gouvernement a la sagesse
de regarder non seulement les aspects techniques, mais le fait que c'est un grave échec d'un processus démocratique, ce que dit le rapport aussi. Du côté des partisans de l'aéroport, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président Macron doit dire oui! Une heure seulement après la remise du rapport, ils sont venus devant l'Assemblée manifester. Il faut absolument que nous ayons ce futur aéroport. La justice est passée par là-dessus, les gens ont voté, faites-nous cet aéroport Notre-Dame-des-Landes. Nous avons le droit avec nous. Présent également à cette manifestation, Bruno Retailleau, cet élu de la Vendée, demande lui au président de prendre ses responsabilités. Je lui demande d'avoir le courage de trancher, de faire évacuer la ZAD pour qu'en France, il n'y ait pas un seul territoire de la République qui soit en dehors de la loi. Voilà. On ne doit pas donner le dernier mot à la violence. Et je le demande de faire Notre-Dame-des-Landes comme toutes les décisions de justice nous autorisent à le faire. Le sort de ce projet, né au milieu des années 1960, devrait enfin être fixé avant la fin du mois de janvier. Avec tous les éléments en main, Emmanuel Macron tranchera une bonne fois pour toutes. Voilà, on reviendra sur la question du droit, sur l'ordre public sur le site. C'est un sujet important, évidemment, et on va en parler. Mais Jean-Baptiste Djebbari, qu'est-ce que nous apprend ce rapport de plus qu'on ne savait pas déjà concernant cette question de Notre-Dame-des-Landes? Parce qu'on a le sentiment qu'on avait déjà un peu tout entendu, et on nous dit non, il y a des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce rapport, il fait à mon avis deux choses. Il objective un petit peu le besoin de trafic à horizon 2040. Il dit 9 millions de passagers et environ 80 000 mouvements. Et ça, effectivement, il y a deux façons de le gérer. Soit en améliorant, en aménageant la plateforme actuelle, ce qui n'avait jamais été, pour le coup, réellement envisagé avec une profondeur technique qui est assez inédite dans ce rapport, soit effectivement en procédant à l'aménagement et à la création de Notre-Dame-des-Landes. Et il chiffre ça très précisément. Il dit, le rapport, faire Notre-Dame-des-Landes, c'est environ 750 millions d'euros. Faire le réaménagement de l'aéroport actuel, Nantes-Atlantique, c'est environ 400 millions d'euros. Donc un différentiel qui est important et qui pourrait être évidemment un élément de la décision publique. Vous en pensez quoi, Mathilde Panot? Est-ce que ce rapport vous a éclairé avec une autre lumière sur ce dossier, ou vous n'avez pas changé d'opinion? Vous dites ces médiateurs ont fait leur travail, mais moi, je m'oppose à la création de cet aéroport. Oui, je continue à m'opposer à la création de cet aéroport, mais ce qui est dans le rapport et qui est très intéressant, que le rapport appelle joliment le constat erroné, c'est quand même qu'il y a eu un mensonge à la base de la déclaration d'utilité publique pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et que en fait, la Direction générale de l'aviation civile avait prévu un coût du réaménagement de l'aéroport actuel qui était 2 fois supérieur à ce que prouve le rapport. On avait fait un peu monter le réaménagement, le prix. Fois 2. Voilà. Donc, quand même, et donc, en n'ayant pas eu ces éléments, je trouve ça très intéressant ce qui est dit sur le problème démocratique que pose ce rapport, parce qu'en fait, ça pose le problème de toutes les déclarations d'utilité publique et de la manière dont on a les éléments en tant que citoyens et citoyennes sur des grands projets qui sont les grands projets inutiles. Vous nous dites qu'ils peuvent être manipulés finalement au profit d'un projet. Bien sûr, mais d'ailleurs dans l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, juste une information qui est quand même importante, le préfet de Loire-Atlantique qui avait donné l'autorisation de Notre-Dame-des-Landes à l'époque travaille aujourd'hui chez Vinci Autoroute, Vinci qui a eu la concession. Donc les conflits d'intérêts, le pantouflage qui est dans la Ve République pose des questions graves de démocratie aujourd'hui, et Notre-Dame-des-Landes en est un bon exemple qui est un enjeu national et pas local. Hervé Kempf, est-ce que ce rapport composé d'une préfète, d'un spécialiste de l'aviation civile et d'un expert, est-ce qu'il fait avancer le dossier Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que maintenant le président va être en mesure de trancher? Oui, tout à fait. D'une part, comme l'a dit M. Djebbari, il évalue sereinement ce qui n'avait pas été fait, les deux alternatives, c'est-à-dire le nouveau projet d'aéroport et le réaménagement de Nantes-Atlantique. Il dit clairement que le réaménagement de Nantes-Atlantique est réaliste et qu'il coûtera moins cher que le projet d'aéroport. Il avance aussi sur la question du bruit, qui est importante, et il dit en gros le réaménagement de Nantes-Atlantique ne se traduira pas par une augmentation des nuisances. Les riverains se plaignent, il y a des plaintes de riverains. Mais il répond à ça de manière tout à fait claire. Il intègre aussi, ce qui est tout à fait intéressant, la question de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain. Et donc il prévoit la proposition d'une maîtrise foncière pour permettre de faire d'autres choses autour de l'espace actuel sur lequel était projeté le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc effectivement, il donne des éléments très concrets pour une décision rationnelle au gouvernement. La décision rationnelle serait de ne pas faire
le projet d'aéroport. Marie-Hélène Aubert, je suis un peu embêté ce soir parce qu'il y a beaucoup de contre cet aéroport Notre-Dame-des-Landes et pourtant il y a des habitants, des citoyens, le conseil régional, le conseil départemental, des élus de droite, de gauche. On va entendre dans quelques instants Jean-Marc Ayrault qui était là à côté de l'Assemblée et qui dit c'est un projet essentiel pour le développement économique de notre région et il n'a pas changé de cap sur cette question. D'abord une question préalable, est-ce que le président Hollande, lorsqu'il avait eu à gérer ce dossier, car lui aussi était confronté au dossier Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'il était sceptique? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un enjeu très corpo, très régionaliste autour de ce dossier. Les élus politiques de gauche et de droite veulent plutôt cet aéroport. Est-ce que le président était sceptique? Écoutez, c'est à lui de dire quelle était ou quelle est sa position sur ce projet d'aéroport. Je crois surtout qu'il était soucieux de trouver des pistes, des perspectives de sortie. Et le choix de Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre donnait un signal clair, en tout cas au niveau du gouvernement, d'un soutien à ce projet, et en dépit de la présence aussi d'écologistes dans le gouvernement. Donc il y a eu ce fameux référendum dont les conditions ont été soit consultées. Pour avis. C'est très important juridiquement. Très bien, mais ça a été une façon pour lui d'essayer de sortir de cette ornière et de cette impasse. Bon, est-ce que ça a permis de le faire? J'en suis pas convaincue. Voilà, donc aujourd'hui, le gouvernement, l'État, mais comme ses prédécesseurs, est dans une situation difficile parce que le rapport dit lui-même aussi que les deux options sont envisageables et que les deux présentent des inconvénients. Il y a effectivement la question de la fameuse ZAD, qu'est-ce qu'elle devient et que deviennent surtout les personnes qui sont dessus, qui y vivent. Et il n'y a pas que d'ailleurs, il y a aussi des habitants, enfin bref. Donc c'est un enjeu écologique très fort. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais présidente du CA de l'Agence de l'eau. Je précise que je ne m'exprime absolument pas au nom de l'Agence de l'eau, mais en mon nom propre uniquement. Mais cela dit, Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi un espace rural, c'est une zone humide, c'est un espace naturel. Et à un moment, effectivement, où on cherche à tout prix à préserver ces zones qui sont des poumons verts, qui jouent un rôle très important justement dans le maintien de la quantité de l'eau et de sa qualité, et où on parle de climat et d'urgence, et c'est les termes même du président, qui parle même d'avoir perdu la bataille. Ça, c'était hier, dans ce discours alarmiste. Ce projet de Notre-Dame-des-Landes paraît totalement orthogonal à ses préoccupations. Mais il y a... Et donc, d'ailleurs, comme je l'ai défendu depuis des années, je ne suis pas favorable à ce projet. Mais il y a un point, on parlait des prévisions de trafic, et je crois qu'il faut partir de là. Pourquoi on fait les aéroports? Parce qu'il y a des avions et parce que le transport aérien se développe énormément. Et moi, je trouve que c'est ça le problème aussi à la base. On ne peut pas à la fois dire on va lutter contre le réchauffement climatique, éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, considérer que c'est génial qu'il y ait une explosion, parce que c'est ce qui... C'est 9 millions. Constaté au niveau, alors je ne parle pas de Nantes, je parle au niveau mondial, bien sûr, au niveau national, mais le trafic aérien augmente en permanence. Oui. Je ne parle pas des avions Airbus qu'on vend dans le monde entier pour vendre évidemment. Et prend une part de plus en plus grande. Et prend une part de plus en plus grande dans les émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs avec toutes les difficultés pour le mesurer, vu que par définition l'avion il est transfrontière. Juste un détail. Donc, à la base, la question des infrastructures, c'est à quels besoins elles répondent aussi. Voilà. Donc il y a la question de la localisation est plus ou moins opportune, mais à la base il y a la question. Mais vous revenez à la source. Est-ce qu'on doit développer même chose pour les grandes infrastructures routières? C'est toujours le même discours. Il faut fluidifier le trafic, la croissance du trafic est exponentielle, etc., etc. Donc il faut des nouvelles infrastructures. Posons-nous d'abord ces questions. Est-ce qu'il faut effectivement? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Juste un détail au pilote de ligne qui a observé. Il y a le débat si on maintient, parce que visiblement. On sent quand même que ce rapport qui a évolué sur les chiffres oriente vers le développement peut-être de cet aéroport déjà existant. On parle d'une création d'une nouvelle piste qui serait plus longue, je crois 3900 mètres, je m'adresse au pilote. Elle aurait un coût de 100 millions d'euros quand même pour le rajouter. Ça ferait une fermeture, je crois, de 6 mois de l'aéroport, donc il y aurait un blocage, une gêne.
Est-ce que vous, le pilote, est-ce que celui qui pratiquait, qui volait, qui avait emmené les voyageurs, vous dites, moi je suis plutôt favorable à l'idée de développer un aéroport qui existe déjà, que de créer une extenso, quelque chose dans une zone évidemment où il y a beaucoup d'arbres et de biodiversité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a quand même un élément qui plaiderait pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et c'est quasiment l'élément unique, c'est effectivement l'argument du bruit. Aujourd'hui, oui, les riverains s'en plaignent. Il impacte à peu près 65 000 riverains nantais sur l'approche de la piste 21 qui survole le centre-ville. C'est un argument majeur, ce serait à peu près 1500 à Notre-Dame-des-Landes. Pour autant, on peut faire mieux. Et parmi les options pour faire mieux, il y a effectivement le fait de rallonger la piste et de mettre en place ce qu'on appelle un seuil décalé pour que les avions atterrissent un petit peu plus loin et survolent moins la ville. En la faisant plus longue, ils arrivent plus tard. Voilà, le point d'aboutissement est décalé, ils arrivent plus tard. On peut aussi augmenter la pente des approches de manière à ce que les avions arrivent avec une pente un tout petit peu plus élevée, c'est 3,5 degrés par rapport aux 3,1 degrés actuellement, et ça permettrait de diminuer le bruit de 4 décibels à 6 km de la piste. 4 décibels, c'est passionnant ce que vous c'est me 30 dites. ou 40% du bruit. Donc c'est majeur. Et par ailleurs, sur le transport aérien, je pense qu'il ne faut pas être tout à fait paradoxal. Le transport aérien, c'est effectivement 5% de croissance par an, et c'est aussi une industrie aéronautique à bien, c'est tout le paradoxe d'ailleurs, tout à fait exemplaire, qui intègre beaucoup d'innovations, et notamment beaucoup d'innovations. Qui intègre beaucoup d'innovations, notamment en termes de réduction du bruit, en termes d'introduction de biokérosène, en termes effectivement de respect. C'est toujours pas engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. 2021, vous avez un règlement qui s'appelle Corsia et qui est en cours d'approbation au niveau de 2021, toujours plus tard. Non, mais c'est fait maintenant. Je laisse ça se présenter. Mathilde Panot, puis on va entendre Jean-Marc Ayrault parce qu'il était tout près de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites à ces arguments? Parce que c'est vrai que ce rapport donne, en tout cas, des clés, des éléments qui rééquilibrent et qui donneraient le sentiment que le président pourrait aller vers le maintien de cet aéroport Atlantique, Nantes-Atlantique, au profit d'un nouvel aéroport. Je pense que mon collègue Djebbari a déjà répondu à la question, étant donné qu'il dit que le seul point qui pourrait plaider en faveur, ce sont les nuisances sonores, sur lequel il y a déjà des solutions. D'ailleurs, on pourrait aussi relier avec les aéroports régionaux qui existent. Il y a un chiffre qui, moi, me semble intéressant, c'est que il y a aujourd'hui, parce qu'on ne prend pas en compte non plus le fait qu'il faut transporter jusqu'à le nouvel aéroport, dans les coûts aussi, ça c'est important. Mais un chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a 460 aéroports en Europe et la France en possède déjà un tiers. Donc à un moment, il faut aussi reposer cette question de l'aménagement, notamment par exemple le modèle de train, où aujourd'hui on voit les trains de nuit qui sont supprimés, les trains de plus en plus chers, qui encouragent même à l'intérieur de la France à prendre l'avion, ce qui est une aberration écologique énorme. Donc Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi à la fois un symbole de ces parce que on parle de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a plein d'autres des projets inutiles et imposés sur lesquels on pourrait discuter aussi. Donc c'est un des symboles, mais on pourrait discuter plus largement aussi de comment on veut vivre ensemble et qu'est-ce qu'on fait des territoires, notamment ruraux, dans lesquels on met des poubelles nucléaires, etc. Type Bure. Ça fait faire un Bure, ouais. Ouais. Bah oui. Et donc c'est ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui parce que en vrai ce n'est pas tenable comme modèle de continuer comme ça. Hervé Kempf, il y a un homme, et on l'a évoqué tout à l'heure, Premier ministre, qui a envoyé un signal fort, l'ancien maire de Nantes, qui défend toujours ici, à quelques mètres de l'Assemblée nationale, aux côtés des manifestants, ce projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il a une utilité sur le plan économique. Écoutez Jean-Marc Ayrault, puis vous allez pouvoir évidemment réagir ou lui répondre. Écoutez-le. On est à 5 millions de passagers à Nantes-Atlantique. Et les rapporteurs, les médiateurs d'ailleurs reconnaissent que, comme nous, qu'on sera dans les 20 ans qui viennent à 9 millions de passagers. Est-ce qu'une situation qui est déjà insupportable pourrait être compatible avec un trafic aussi important? Donc il y a une solution qui est prête, qui a été étudiée, qui a été mise au débat, qui a fait l'objet de nombreux recours juridiques, qui a fait l'objet d'un référendum, qui est Notre-Dame-des-Landes, qui est prêt à démarrer, qui est prêt à être faite maintenant pour apporter la solution à la fois aux problèmes de nuisance, mais aussi la solution aux problèmes de développement et aux problèmes de l'avenir de cette région. Il y a un débat quand même, Hervé Kempf, qui est soulevé à travers ce que dit Jean-Marc Ayrault. Alors vous n'êtes pas d'accord avec sa position, mais il pense à l'avenir et il parle de développement économique. Il dit c'est utile, c'est un outil utile au développement économique de sa région. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que c'est attristant de voir un homme qui a quand même été Premier ministre et qui a eu des responsabilités importantes de dire autant d'erreurs en quelques phrases. D'abord, il n'y a pas eu de référendum, une fois de plus, il y a eu une consultation. Et puis, allons sur le fond. L'avenir, ça n'est pas de continuer à développer l'économie. Le lendemain, on vient de faire un sommet sur le climat.
Les scientifiques sont clairs sur la question climatique, sur la question de la biodiversité, sur la question des zones humides. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de penser le développement économique comme on le pensait en 1970, l'époque où M. Ayrault entrait en politique. Donc c'est là qu'il faut changer la donne. Il faut vraiment réfléchir autrement. Et l'avenir, c'est de prendre en compte le changement climatique pour les jeunes, pour les populations, pour les urbains, pour tout le monde, et commencer à l'intégrer vraiment. Et donc, on change la donne. Et l'avenir, c'est aussi créer des emplois dans l'agriculture, dans le rapport à l'environnement, dans les transports, dans plein d'autres choses. Et voilà, moi je suis un petit peu attristé une fois de plus. Je donne la parole. Monsieur Ayrault, qui au demeurant est respectable, il a fait des bonnes choses dans sa vie, mais continue à penser à la manière d'avant, à la manière du XXe siècle. Je vous donne la parole, Jean-Baptiste Djebbari, mais juste un petit mot, parce que là, il évoque quand même l'importance de ces 9 millions de passagers qu'on évoque avec cette trajectoire d'augmentation. Et il nous dit, vous vous rendez compte la pression que ça représente pour cet aéroport près d'une ville. Cet argument-là, il est audible malgré tout pour les habitants de Nantes, pour ceux qui, certains d'entre eux, manifestent avec beaucoup de sincérité en disant ça va pas être tenable. C'est audible. Bon, enfin, quand bien même il y aurait une augmentation de trafic, encore une fois, je pense qu'il faut quand même se poser la question si la répartition de ce trafic sur les plateformes existantes dans notre pays, sachant que Nantes, Roissy, par le TGV, ça existe aussi. Enfin, je pense qu'il faut raisonner aussi en optimisation de l'existant, en complémentarité des modes de transport, plutôt que de se fixer uniquement sur un seul et dire le trafic va exploser. C'est un des aspects du problème, c'est-à-dire comment estimer, en fonction de quels critères, l'augmentation de ce trafic. Mais quand bien même... Qui a été évalué sur le nombre de mouvements d'avions. Nantes dispose d'un aéroport déjà. Il n'est pas le seul non plus à être à proximité, c'est le mot qu'on puisse dire, de la ville, que ce soit en France ou dans le monde. Mais s'il y a surplus de trafic, est-ce qu'il ne peut pas être absorbé autrement? Est-ce qu'une partie de ces passagers ne peut pas utiliser d'autres modes de transport? Enfin, il y a toutes ces questions aussi à se poser. Je n'ai pas eu le temps encore de lire le rapport. Donc qu'un maire souhaite développer sa ville, c'est tout à fait légitime. Encore faut-il qu'on discute de ce qu'on entend par développement. Et là, c'est vrai que ce soit... Enfin, Jean-Marc Ayrault est quelqu'un de très estimable également. Oui, toutes ces précautions d'usage pour dire que... C'est un fait qu'il a fait des choses formidables à Nantes. D'accord. Oui, c'est une ville... sorte de plan. Il fait bon vivre, en effet. Et même sur le plan de l'écologie et du développement durable. Donc, pourquoi cette fixation sur cet aéroport et cette plateforme? Il y a sans doute aussi des enjeux fonciers, j'imagine. L'aéroport est au sud de la Loire, l'agglomération s'étend autrement. Enfin bref, il y a toutes sortes de questions très, très complexes à régler. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire se développer aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire faire toujours plus d'infrastructures? On parle de lutter contre l'artificialisation des sols, c'est un enjeu majeur. Et par ce type d'infrastructures qui sont toujours présentées comme inéluctables parce que le trafic augmente, donc il faut absolument construire des infrastructures. Parce qu'on parle d'emploi aussi, Marie-Hélène Aubert, parce que dans les arguments de ceux qui défendent l'aéroport, c'est on va créer des emplois, on fera du fret, on va on parle d'emploi aussi pour les zones commerciales, c'est pareil. Oui. On a fait des zones en périphérie au nom de l'emploi. Maintenant, on pleure. On n'a plus de petits commerces. Les centres-villes sont désolés qu'il n'y ait plus d'emplois. Enfin, c'est ça. Voilà, il faut... Jean-Baptiste Djebbari et Mathilde Panot, vous en pensez quoi? Juste un petit mot, parce que dans le groupe pléthorique des marcheurs, vous allez parler de cette question. Cette question de Notre-Dame-des-Landes va être un sujet de groupe. Et entre vous, Commission Développement Durable, Commission Affaires Économiques, vous allez vous parler. Ce soir, vous dites que le président va plutôt pencher vers le développement de l'aéroport existant, puisqu'il a un rapport, il n'a plus qu'à trancher, ou alors... il pourrait imaginer cet aéroport à construire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est votre président. Plusieurs choses. Oui, c'est le président à tous, a priori. À tous. Mais non, plusieurs choses. On parle là d'aménagement du territoire et de qualité de vie, de santé, d'environnement. C'est un sujet beaucoup plus global et on peut être en accord. On peut être en accord sur le fait qu'on a beaucoup trop construit, on a raisonné en offre d'infrastructures et qu'on a construit un petit peu la vie économique après. Après, les chiffres dont on parle là, ces 9 millions de passagers, c'est une demande. Aujourd'hui, on a des gens dans la métropole, l'agglomération nantaise, qui demandent à voyager, notamment les entreprises. On a les retours journées, et donc de ne pas passer par Paris, ou de ne pas prendre le TGV pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, ce qu'entend, je ne défends pas Jean-Marc Ayrault, mais ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est qu'il veut que Nantes soit dotée des infrastructures ou des moyens d'une grande métropole européenne d'équilibre. C'est ça qu'il dit. Et après, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les besoins. On peut effectivement avoir des aéroports qui fonctionnent bien, qui sont
vertueux et qui intègre de l'innovation. On peut avoir effectivement cette tentation française de toujours vouloir un petit peu multiplier les flux, avoir des lignes LGV un petit peu partout, c'est la LGV ou rien, ou c'est l'aéroport ou rien. Et à cet égard, le travail qu'on fait en ce moment dans les assises de la mobilité est tout à fait éclairant. Et je pense qu'il y a ce mal français d'avoir voulu construire de l'infra, de vouloir de la grande vitesse et de l'aéroport. Donc j'entends bien en creux, sans que vous répondiez à ma question, vous êtes, vous en tout cas, plus favorable à l'idée de densifier, de donner plus de force à cet aéroport existant que d'en créer un autre, si j'ai bien entendu. Je pense que... Voilà, j'essaie de... Au regard du besoin... Non, mais je réponds très simplement. Au regard du besoin aujourd'hui. Oui, c'est simple ma question. Si on prend le pari du trafic tel qu'il est annoncé, c'est 9 millions de passagers et c'est 80 000 mouvements, l'aéroport réaménagé fait effectivement l'office. Fait l'office avec le... Mais ces prévisions sont quand même pas... Excuse-moi. Non, mais il le dit. Ces prévisions, c'est pas une parole d'évangile ou de constitution. Je vous rappelle que dans les années 70, on prévoyait un trafic sur Nantes je chercherai le chiffre, mais de 8 ou 10 millions. En 2000. Et ce trafic n'est pas arrivé. Il a cru beaucoup plus lentement que ça n'était le cas. Et puis après, il recroît depuis quelques années. Mais on n'est pas obligé d'aller à 9 millions de... Là, les prévisions sont quand même assez conservatrices par rapport... Il y a beaucoup de prévisions où l'on se trompe. Bien sûr. Mathilde Panot, allez-y, exprimez-vous, parce que votre collègue député, vous n'êtes pas du même groupe, du même parti politique, il dit sans le dire... Je suis plutôt favorable, moi, parce que j'ai une expertise et un regard au développement de cet aéroport existant et pas à Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai que ça penche plus à travers ce rapport vers l'idée qu'on va garder l'aéroport et pas le construire. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Oui, et ce rapport est quand même assez favorable aux opposants, notamment sur la base de dire nous n'avons pas assez étudié dans le débat qui dure depuis X années l'alternative qui existait et qui était prônée depuis longtemps par les opposants. Donc ça c'est un premier point qui est positif dans la balance. Après, ce que je disais, c'est qu'il fallait aussi revoir les procédures, notamment les procédures démocratiques. Et sur les emplois, c'est très intéressant de dire ça parce que effectivement c'est un argument qu'on nous donne souvent. Mais moi je suis exactement d'accord avec Hervé Kempf quand il dit que c'est une vieille manière de penser, parce que vous dites on ne peut pas aller contre les besoins des gens, etc. Mais à un moment, nous savons que notre mode de vie n'est pas durable, n'est pas tenable. Il y a une question de survie de l'espèce humaine qui est aussi simple que ça, de savoir si notre espèce va pouvoir survivre ou non au changement climatique que nous créons nous-mêmes, il faut quand même le rappeler. Et donc, à un moment, la question des modes de vie, elle doit se poser. Et notamment sur la question de l'emploi, la transition écologique créerait de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pour une offre d'emploi non pourvue pour 285 chômeurs. Donc nous avons une pénurie d'emploi. Donc aller vers un autre mode de vie, mais aussi une... Mathilde Panot, je peux vous poser une question concrète parce que là, c'est Mathilde Panot, c'est le débat philosophique, c'est le débat philosophique qu'on a souvent sur ce plateau, le fait de changer, de faire cette transition énergétique avec ces emplois verts. Une question très concrète. Oui. Est-ce que ce soir, alors que vous êtes opposé à cet aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous dites aux Nantais qui nous regardent, vous allez devoir vivre avec un aéroport qui va accueillir 9 millions de passagers et qui aura des nuisances. Est-ce que finalement ça revient à ça ? Mais là d'un point de vue très concret, si je peux me permettre. On a déjà eu la réponse sur les nuisances. On a déjà une réponse très technique sur la nuisance. Comment est-ce que la nuisance, vous êtes déjà allé sous une couloir. C'est très très concret. Est-ce que vous dites ce soir, oui, effectivement, assumer, si Notre-Dame-des-Landes n'existe pas, il ne sera pas construit, le président a tranché, nous assumons le fait que les riverains, ceux qui vivent à proximité de cet aéroport, vont avoir 9 millions de voyageurs qui vont passer au-dessus de leur tête. L'aéroport de Genève fait la même taille et arrive à accueillir un nombre de personnes qui est quand même conséquent. Donc sur les nuisances, évidemment qu'il y a des choses à améliorer sur les nuisances. Comment ? L'aéroport de Genève passe au-dessus d'un lac et la ville est au sud de l'aéroport. Donc c'est pas tout à fait la même. Non, mais c'est une question qui va arriver dans le débat rapidement parce que les Nantais vont dire mais écoutez, on entend vos arguments importants sur l'aspect philosophique, mais nous on est aussi acteurs de cette ville. Justement, quand même, à quoi répond en partie le rapport de cette mission des médiateurs. Vous voyez, c'est pas là on n'est plus dans le vague. L'avantage c'est qu'ils ont repris des données, des contre-expertises, des expertises et ils élucident la question. Donc la nuisance, une fois de plus, la nuisance de bruit, d'après ce qu'ils racontent, ce qu'ils écrivent, elle ne s'accroîtra pas dans le cas d'un réaménagement de Nantes Atlantique. Les questions au gouvernement aujourd'hui ont beaucoup porté, pas toutes évidemment, mais un certain nombre d'entre elles ont porté sur cette question de Notre-Dame-des-Landes. Écoutez, c'est un florilège évidemment, et puis c'est Nicolas Hulot, une réponse du Premier ministre, et puis c'est Nicolas Hulot qui est monté au créneau et qui a répondu sur ce sujet. Regardez ces questions au gouvernement du jour. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte-Lucie, qui signifie lumière. Et au moment où un énième rapport vous est remis,
nous voulons éclairer complètement votre décision concernant le transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Nous savons que votre choix s'annonce déchirant, Monsieur le Premier ministre, et c'est pour cette raison que nous souhaitons vous encourager à créer les conditions de l'acceptabilité en faveur de ce projet et à faire respecter l'état de droit dans notre pays. Élu de Loire-Atlantique, dans la circonscription de l'Atoel aéroport, je suis député d'un territoire miné depuis plus de 50 ans par une situation que les gouvernements successifs n'ont su gérer et encore moins régler. Deux options s'offrent à nous, soit le transfert, soit le réaménagement de l'aéroport. Les habitants de Loire-Atlantique comptent sur vous. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a véritablement étudié sérieusement une autre alternative? La réponse est non. Et la seule vertu ou la principale vertu de ce rapport, c'est qu'elle permet de poser la question différemment entre deux alternatives dont le Premier ministre vient sincèrement de dire qu'aucune de ces alternatives n'est parfaite. Mais nous avons maintenant des éclairages précis sur les aspects environnementaux, les aspects économiques, les aspects de nuisances sonores qui vont permettre au gouvernement de prendre des décisions. Et la seule chose que je peux vous dire, pour répondre à l'intervention précédente, c'est qu'au moins une chose est certaine, c'est que d'ici à fin janvier, une décision aura été prise. Voilà, c'est tombé, une décision aura été prise, ça avait été annoncé par le Premier ministre, c'est officiel, donc d'ici fin janvier. Il y a un débat sur le droit, sur l'ordre public qui est évoqué par le premier député et notamment aussi par le président Retailleau tout à l'heure, place du Palais Bourbon, qui disait il faut rétablir le droit, on ne peut pas laisser comme ça un espace de la République aux mains de ces zadistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il va y avoir un autre débat qui va se poser sur l'évacuation, la manière dont on le fait. Ça veut dire qu'avant fin janvier, cette zone sera évacuée, vous le souhaitez? Je pense que dans les deux cas, le Premier ministre a été assez explicite et a parlé d'évacuation de la zone. Après, il y a deux façons de le faire. C'est l'évacuation de la zone si le projet ne se fait pas, et auquel cas on peut penser qu'on peut tout à fait concevoir un projet exemplaire sur le plan de l'agro-environnement, même si l'évacuation reste nécessaire. D'un mot quand même, on présente souvent les zadistes comme, alors vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais moi ce que j'ai pu lire quand même par ailleurs, c'est que parmi les zadistes, on a des phénomènes de violence, des rixes, on a des enfants qui naissent sans état civil, on a de la maltraitance infantile, enfin c'est pas tout à fait une zone agréable à vivre pour tout le monde. Et puis par ailleurs, ça crée des nuisances pour les riverains très locaux, et ça c'est très bien documenté. Donc je pense que la restauration à la fois de l'autorité publique, et là il y a un vrai enjeu, et de l'ordre public local, doit tout à fait être réalisée, quelle que soit la décision, même si la décision est celle de ne pas faire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mathilde Panot, ce qui s'est créé dans cette ZAD, on va avoir dans quelques instants un agriculteur. Alors il exploite une exploitation, il a plus de 100 hectares, il cultive, il n'est pas arrivé de loin pour s'installer, mais espèce de contre-société mêlant des militants écologistes sincères, des éco-guerriers, des black blocs, de personnes qui, de vous à moi, n'ont rien à faire des questions écologiques, mais qui veulent finalement en découdre. Il y a quand même tout ce mélange-là. Enfin, je vous vois sourire. Non, c'est faux tout ça. Oui, Arnaud Ardouin, permettez-moi. Non, mais j'essaie de comprendre. D'être en désaccord. Non, c'est pas des gens de black bloc qui rêvent d'en découdre. Il faut quand même rappeler, il y a deux violences qui s'est exercée. D'abord, une violence de l'État. Oui. Ce que montre ce rapport, c'est que l'État a menti. La DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a menti plusieurs fois. Ça, c'est une violence. De ne pas donner aux citoyens l'information exacte. Deuxième violence. Sur le chiffre dont on parlait tout à l'heure. Plusieurs chiffres. Oui, sur le bruit, on pourrait le détailler, c'est très bien documenté. Deuxième chose, la violence qui s'est faite quand même au moment de l'opération César, conduite par M. Ayrault sous la présidence de M. Hollande, et qui était extrêmement violente. Et en face, il y avait des paysans, il y avait des vieilles personnes, il y avait des jeunes en cagoule, il y avait des gens qui étaient nus parfois, et qui ont été aspergés très violemment de gaz lacrymogène. Il y a eu énormément de blessés. Donc, il y a eu cette violence qui n'a pas contribué à apaiser les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une situation. Alors, vérifions les sources et faisons le même travail qu'a fait la mission sur, par exemple, les sources dont vous nous disiez tout à l'heure, monsieur le député, qu'elles provenaient du ministère de l'Intérieur. Je le prends pas. Il faut, mais je ne sais pas si c'est vrai. Les deux sont vrais. Je pense qu'il y a des projets exemplaires et il y a effectivement de la violence. Donc de la même manière. Tout à fait. Non, au jour le jour, à ma connaissance. Cette députée tout à l'heure dans l'hémicycle parlait d'une sorte de prise d'otage, comme ça, qui a l'impression de. Faisons le même travail qui a été fait sereinement. Et ça, c'était une bonne démarche de monsieur Macron, de monsieur Philippe, de monsieur Hulot. On prend sereinement les choses. On revient à la rationalité. On analyse les différentes sources. Le ministère de l'Intérieur dit ça.
Peut-être, examinons ça. Allons voir sur la ZAD, allons parler sur les gens. Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, l'ordre public, c'est pas toujours des gendarmes. Oui, quelle définition vous donnez à l'ordre public? C'est quand les gens, les femmes, les hommes, les familles, les enfants vivent ensemble sereinement. Et l'idéal de l'ordre public, c'est que vous n'avez pas besoin de policiers, vous n'avez pas besoin de gendarmes. Et je finis là-dessus, pardonnez-moi. Et Mathilde Panot, bien sûr. Ça serait, puisqu'on est aussi dans la logique écologique qu'on a tous les quatre autour de cette table très bien rappelé, et Madame Aubert l'a très bien expliqué aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sortie positive et dire, si on faisait une expérimentation sur ce lieu d'agroécologie dont on nous parle depuis des années, avec des gens qui sont boulangers, qui sont paysans, qui font de l'agriculture biologique, avec des naturalistes qui disent, il y a là un bocage et une zone humide formidable. Et si on faisait une sorte de contrat de territoire, un lieu d'expérimentation, qu'on disait c'est un bien commun et on va le faire comme les biens communs, avec l'État, avec les élus, avec les occupants, avec les zadistes, avec les paysans, et imaginons plutôt que de sortir toujours. Et Monsieur Philippe, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi d'être long, non mais vous avez le temps. Il n'a pas dit évacuation. Il a dit ordre public. Alors réfléchissons ensemble, pacifiquement, sereinement sur ce ça fait penser à gendarmes, CRS, garde mobile. Enfin, non, si ça peut aussi penser être ensemble des gens pacifiquement qui s'entendent parce qu'ils résolvent ensemble leurs conflits. Mathilde Panot, alors c'est le monde merveilleux de la ZAD, puisque tout à l'heure j'ai dit une bêtise, mais on entend quand même des citoyens, on a vu des reportages, enfin on a tous regardé la télé, lu les journaux et entendu cette députée qui a eu le sentiment comme ça, qui s'était créé une sorte de contre-société, parfois un petit peu violente. Qu'est-ce que vous en pensez ce soir? Est-ce que l'ordre public, comme l'évoque un certain nombre de députés et pas que M. Retailleau, c'est effectivement de reprendre le contrôle sur cet espace qui aujourd'hui est une sorte de village gaulois qui est sans contrôle? Non, la première chose que moi je voudrais dire, et je tiens dans la lignée de ce que vient de dire Hervé Kempf, de dire qu'il ne faut pas caricaturer les personnes qui occupent aujourd'hui la ZAD. Et c'est des gens de raison, c'est des citoyens. Et le rapport d'aujourd'hui, où on prouve bien qu'il y a eu un mensonge sur les chiffres, etc., montre qu'il y avait une raison à ce que des citoyens se mobilisent sur cette question. Et quand un débat n'est pas mené de manière démocratique, eh ben oui, on arrive à des choses qui sont des choses de violence. Et on arrive parfois, comme il est arrivé à Sivins, on arrive à un mort. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pas digne de l'État français. Donc, la question de savoir comment on sort politiquement de cette question. Oui, et aussi physiquement, ce moment de bascule, comment ça se passe? Mais pourquoi on en est arrivé là aussi? Parce qu'on en arrive aussi là, parce qu'on en arrive sur des projets sur lesquels l'ordre démocratique, le débat démocratique n'a pas été respecté. Donc c'est extrêmement important. C'est pas un prétexte politique, c'est vraiment l'écologie qui anime, où il n'y a pas une volonté plus profonde finalement. Non, mais écoutez-moi, sur la ZAD, vous pouvez aller voir, il y a les paysans qui habitent là, qui cultivent, il y a des gens qui créent une boulangerie, qui font du maraîchage. Il y a des gens qui réfléchissent, juste je termine là-dessus, il y a des gens qui, tout comme à Bure, réfléchissent à ce qu'on pourrait faire de ces territoires qui sont de moins en moins peuplés. Oui, mais qui sont aussi pas juste une contre-société, qui sont aussi des choses qui, pour l'avenir, donnent, en tout cas dans l'enjeu écologique qu'on a, donnent aussi un horizon qu'il est intéressant de regarder, de ne pas mépriser. Votre point de vue, parce que l'ordre public, dans l'inconscient, c'est l'idée que, comme on l'a pu le vivre à Sivins, ce sont des CRS qui vont évacuer ces maisons précaires. On va avoir dans quelques instants un agriculteur qui vit sur place. On a du mal à imaginer cette espèce de moment où il va falloir régler le problème. Vous pensez qu'on va le régler, ce problème, où il faut créer une zone, comme l'évoque Hervé Kempf, où on invente, on innove, on fait une forme d'agriculture différente? Comment vous voyez les choses? Je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre déjà. La situation est totalement différente, je pense. La question se posera différemment selon la décision qui sera prise par le gouvernement et le président de la République. Donc si le projet est abandonné, je suppose qu'il y aura un départ ou des discussions en tout cas pour savoir comment rétablir. Effectivement, c'est des problèmes de propriété foncière aussi. Il y a aussi des gens qui ont été expropriés. La directrice... Elles ont été indemnisées maintenant et le terrain, à ma connaissance, appartient à l'État. Oui, mais si la conseille de le garder à l'État. Et parle de maîtrise foncière. Il est très serein. Il a une proposition très intéressante qui mérite d'être vraiment étudiée et suivie. Mais il y a des questions. Marianne Aubert. On ne peut pas en rester au statu quo, c'est vrai. Bon, et il y a un autre principe, c'est que la violence doit être évitée à tout prix, de tous côtés. Il n'est pas acceptable qu'il y ait des actes violents.
Et Zéro mort, dit le ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de victimes comme à Sivins. On ne résoudra pas la question de la ZAD en envoyant, je ne sais pas, plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire... Milliers, oui, on parle de plusieurs milliers. Ça paraît impensable de penser qu'on va résoudre les choses comme ça. En même temps... si le projet était finalement validé, là, la question va être beaucoup plus... Exactement, oui, plus lourde. Plus inquiétante. Je partage l'idée que dans tous les cas de figure, il y a besoin là aussi de médiation et de personnes particulièrement sensées, calmes, avec des objectifs pour se parler. clairs, pour parler aussi avec les personnes qui sont présentes sur cette zone. Étant bien entendu que la violence gratuite, spontanée n'est pas tolérable. Bien évidemment qu'on ne peut pas accepter l'agression, la violence. Donc vous ne contestez pas le fait que parmi cette population pacifiste et qui s'est battue démocratiquement, il y a aussi des individus qui peuvent aussi provoquer des violences? Oui, mais... La violence n'est pas une réponse J'entends bien. De la part. Autorisez-moi. Mais par contre, terminez, Marine Aubert, et puis il est vrai que il y a aussi des projets alternatifs, on pourrait dire libertaires, écologie, je ne sais pas comment qualifier, qu'on ne peut pas mépriser et balayer d'un revers de main non plus. Et en tout cas, ce sont des personnes qui sont sur ce terrain et on doit les traiter comme telles. Vous allez répondre. Je donne juste la parole à Sylvain Fresneau parce qu'il va nous quitter. C'est un agriculteur qui est sur le lieu-dit Les Domaines. Il a souvent parlé, puisqu'il exploite plus de 100 hectares de terre. Et vous êtes aux côtés donc, des zadistes dans cette bataille. Vous êtes un acteur de terrain puisque vous habitez sur cette zone. Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir? Est-ce que vous considérez que ce rapport règle le problème à travers le débat qu'on a avec l'idée potentielle que on s'acheminerait, je reste excessivement prudent, mais dans le développement de l'aéroport existant, aux dépens de la construction de ce nouvel aéroport? Est-ce que vous dites, ce soir on a gagné, ou est-ce que vous restez très très prudent? Oh là là, on reste très très prudent. On est habitué à avoir des revers et donc non, ce soir on est très prudent. Il y a une chose quand même très intéressante dans cette médiation, c'est qu'au moins pour une fois, Nantes Atlantique a été étudiée. Et ça fait des années qu'on le demande et pour une fois au moins ça a été étudié. Là, c'est bien la preuve qu'il fallait l'étudier parce que ça coûterait quand même moins cher que de bétonner 1650 hectares de terres agricoles à Notre-Dame-des-Landes. 1650 hectares. Il y a 1650 hectares, hein, c'est la ZAD. Et donc, on bétonnerait toute cette surface-là. Tous les ans, en France, on perd tous les 7 ans, on perd un département en urbanisation. Et là, ce serait vraiment l'occasion de montrer à la France que, eh bien, il est temps d'arrêter ce bétonnage et qu'on pourrait travailler, garder les terres agricoles, les terres nourricières. Juste un mot, parce qu'on évoquait cette question de l'ordre public, parce que cette question vous a souvent été posée avec ces zadistes, ceux qui défendent cette zone. On exagérait tout à l'heure quand j'évoquais finalement un certain nombre d'individus à la fois extrêmement sincères dans leur combat écologiste et puis d'autres que vous croisez probablement qui ne viennent pas traiter des questions d'écologie mais d'autres sujets finalement d'opposition aux forces de l'ordre, peut-être même à l'État. C'est réel ça? Il y a des vraies difficultés? Vous le craignez ou vous dites avec de la bonne volonté, du dialogue et un peu d'intelligence, tout ça va se régler? Je crois qu'avec un petit peu et même beaucoup d'intelligence, ça peut se régler. Il y a des gens qui sont venus combattre en 2012, ils sont venus vraiment combattre le projet et qui se sont accaparés ces terrains-là. Aujourd'hui, ce sont des agriculteurs, des gens qui veulent travailler la terre. Ils ont pris conscience de la terre et ils veulent rester là. Et ces gens-là, il faut qu'ils restent là. Alors, les quelques personnes un peu marginales que vous dites, mais il n'y a pas de black bloc sur la ZAD, faut quand même pas. Il n'y a pas de puits enfoncés dans des trous, des tranchées. Non, faut arrêter aussi. Il y a des photos, vous dit un député, excusez-moi, parce qu'il n'ose pas parler fort. Il y a des photos, enfin, il a évoqué tout à l'heure des naissances sans état civil, enfin, des choses qu'on lit. Est-ce que ça, c'est de l'exagération? Est-ce que le ministre de l'Intérieur est mal informé? J'en sais rien. Non, je suppose que le ministre de l'Intérieur est très bien informé, mais quand j'entends des parlementaires qui disent que la ZAD c'est vraiment un état de non-droit et que c'est pire que Bagdad, ça a même été dit à un moment, là faut arrêter quoi. Non mais on exagère et c'est quand même pas ça quoi. Il y a des belles choses, il y a des choses à finir de régulariser, je suis bien d'accord, et il faudra une discussion concrète après l'arrêt de ce projet.
Et c'est bien de dire, le jour qu'il n'y aura plus de ZAD, il n'y aura plus de zadistes. Et ce sera vite réglé, ça. Et vous retrouverez vos terres. En tout cas, il y a un débat sur l'appropriation de ces nouvelles terres par des jeunes agriculteurs. Juste un mot avant de nous quitter, parce que je veux faire parler... On les gardera parce qu'on n'a pas touché les sous, donc on les gardera, ce sont nos terres. C'est ça, ce sont vos terres, bien entendu. Vous avez plus de 100 hectares sur cet espace. Juste avant de nous quitter, vous avez une pensée, si d'aventure l'aéroport Nantes-Atlantique se développe, vous avez une pensée pour les riverains qui vont voir passer les avions au-dessus de leur tête? Mais bien sûr qu'on pense à eux aussi, et que c'est des riverains qui, depuis 2 ans, ils se motivent, ils voient qu'ils vont perdre la face parce qu'on leur a promis monts et merveilles. Les politiques leur ont promis non, l'aéroport va s'en aller, donc vous pouvez construire n'importe où, n'importe comment. Et là, je crois que les politiques ont une grosse part de responsabilité. Oui. De responsabilité, ouais, voilà, c'est ce que je cherchais. Merci. On vous voit en photo puisqu'on n'avait pas d'image de vous, et vous faites un élevage aussi de vaches et vous n'étiez pas avec nous parce qu'il y avait la traite, parce qu'on est en direct, et vous nous avez rejoints et on vous remercie. Avec un peu d'intelligence, nous dit cet agriculteur, il y a peut-être moyen de sortir par le haut. Vous vouliez intervenir parce qu'il dit que le ministre de l'Intérieur a l'air bien informé quand même. Non, mais je crois qu'il a un propos extrêmement équilibré, qu'on voit bien qu'il y a effectivement 2 types de population. Une population très intégrée qui développe probablement des projets qui sont très vertueux sur le plan environnemental, et puis une population qui pose problème, celle qu'on a décrit, celle qui éventuellement creuse des fossés et y pose des pieux. Donc ça s'oppose pas. Les deux systèmes coexistent probablement, et sur l'aspect de l'ordre public, je pense qu'il faut résoudre ce sujet qui est ceux de certaines personnes qui sont hors la loi pour des motifs qui ne sont pas des motifs. Il y a un débat foncier quand même, il y a des personnes qui sont installées, qui ont découvert finalement l'amour de cultiver la terre, qui s'inventent une nouvelle vie et qui veulent rester. Là il y a un débat parce que cette terre elle appartient à qui? À l'État? Comment on fait là? 2 autres points vraiment rapides. Je pense que multiplier les ZAD en France ou donner, vous dites finalement la ZAD, on peut s'auto-organiser, modèle de contre-société, etc. Libertaire, on évoquait le mot libertaire tout à l'heure. Je pense que c'est un petit peu naïf, c'est peut-être très joli sur le plan idéologique, mais c'est un petit peu naïf. Multiplier ces lieux-là en France, ça porte quand même directement atteinte à notre contrat social, à l'indivisibilité de notre pacte social, et je pense que c'est pas tout à fait quelque chose de positif. Dernier point et c'est un point d'accord sur le débat public, nous avons voté cet été 2 ordonnances sur l'amélioration de la qualité du débat public et sur l'évaluation environnementale. Nous l'avons voté, vous ne l'avez pas voté. Et pourtant, ces ordonnances-là, elles viennent typiquement permettre d'améliorer la qualité du débat en amont des projets et éviter ce genre d'impasse dans lesquelles... très très élevé, donc... Juste tout à l'heure, je n'ai pas relevé, mais il y avait le débat sur... C'est pas un référendum, c'était une consultation. C'est vrai que beaucoup d'élus de gauche et de droite expliquent, voilà, les institutions sont favorables à cet aéroport, il y a eu cette consultation avec une majorité favorable à la construction de l'aéroport. Vous la contestez, cette consultation? Est-ce que tous ces éléments-là qui contribuent au débat et donc à le faire avancer, vous les contestez? Vous dites que c'est pas comme ça qu'il fallait faire? Moi, je pense que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas un enjeu local, donc s'il devait être discuté, c'est à un niveau national. En plus, avec les problèmes d'information erronée, comme dit le rapport, qui était présent, donc avec un débat démocratique qui est faussé, je pense que ça pose des grands problèmes. Puis vous dites tout à l'heure, si on multiplie les ZAD, c'est une rupture du contrat social. Mais imaginez, la ZAD n'aurait pas existé. Ça veut dire concrètement, parce que la ZAD n'a pas été évacuée quand même parce que on était en état d'urgence, donc ils n'avaient pas assez concrètement de militaires pour les expulser. La ZAD n'aurait pas existé, ce projet aurait eu lieu, alors que le rapport prouve qu'il y a eu mensonge, que écologiquement ce n'est pas une bonne solution et que en termes de trafic et d'économie et d'aménagement, c'est pas une bonne solution non plus. Donc on aurait laissé faire. Enfin un moment parce que s'il y a plus de gendarmes, l'affaire est réglée, c'est ce que vous dites. Avec plus de gendarmes mobiles, on réglait l'affaire. Les zadistes qui posent problème, comme vous dites, etc. Si il n'y a plus rien à défendre, de toute façon ils partiront. Donc il n'y aura pas besoin d'une évacuation. Ça c'est la première chose. Et ceux qui veulent rester resteront. Et la deuxième chose, c'est que sur des terres, il faudra quand même régler un problème de foncier, un problème de gestion de vie. Il y a 2-3 règles quand même. C'est pour ça que les opposants demandent à ce qu'il y ait il y a du droit quand même. Il y a des règles de droit. C'est pour ça que les opposants, quand ils ont parlé aux médiateurs, ont demandé qu'il y ait un temps après l'arrêt du projet pour que les personnes qui veulent partir partent et que pour celles qui ont commencé à créer des projets sur le territoire et qui veulent les pérennise et on collectivement rester, etc., puissent s'organiser pour savoir comment on s'organise derrière. Ce qui est une manière intelligente de faire du débat, etc. Donc,
Juste, il faut quand même, faut pas aller. Si ces citoyens n'avaient pas résisté à un moment en disant il y a un problème, il y aurait eu l'aéroport. Et ce projet est inutile et dangereux, cet aéroport aurait existé. Et il manquait de gendarmes mobiles et on n'a pas pu évacuer à cet instant les manifestants. Ils ont été utiles au bien commun. Ils ont été utiles au bien commun. Ils ont aidé. Le droit, c'est pas seulement des textes, c'est l'esprit du droit. C'est l'esprit et c'est ce qui vient d'être évoqué. De ce point de vue-là, il faut peut-être sortir d'ailleurs. Il va plus y avoir de zone à défendre. Espérons-le. Espérons que le président Macron prendra une décision rationnelle. Après, il y aura plus de zone à défendre. Si on commençait à changer la donne et à se dire c'est une zaï même, une zone à imaginer. C'est pas une chanson, ça d'ailleurs. Mais oui, mais justement, et qu'on soit un petit peu joyeux, qu'on arrête de penser l'ordre, l'occupation, les pieux, les machins, qu'on imagine les choses avec des gens qui veulent travailler comme Monsieur Sylvain Frénaud qu'on a entendu, avec des jeunes. Il était déjà là avant lui. Quand les jeunes ils s'installent et qu'ils font des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas tous été à l'état civil. D'accord, je ne sais pas. Si c'était le cas. L'essentiel, est-ce que c'est pas qu'il y ait des jeunes gens qui se sentent si bien dans ce lieu, qui redécouvrent qu'ils ont une activité créatrice, qu'il y a un amour entre un couple, excusez-moi, et qu'il y a des enfants qui naissent. Et ça, on va répondre avec l'ordre. Non, il faut réfléchir. Imaginons la paix, imaginons un autre monde. Et ça ne sera pas la contre-société, ça pourrait être l'autre société. Et si, au sein de la société existante, en même temps, au sein de la société existante, il y avait des poches d'autres sociétés où on commençait un peu à rêver, à tester, à expérimenter. On fera des erreurs, il y aura des risques, il y aura, bien sûr, comme dans la vraie société, si j'ose dire. Mais essayons d'être tolérants. Le pacte social, c'est liberté, égalité, fraternité. Oui. On tente, et s'il n'y a pas de nuisance des uns par rapport aux autres, si on essayait d'avancer. Là, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. Non, mais on peut s'entendre sur le fait que le droit, c'est un outil pour le bien-être de la société. On peut s'entendre qu'effectivement, les lanceurs d'alerte, les zadistes, c'est utile. Et pour autant, à un moment, il faut restaurer le droit, qui est quand même ce qui nous permet de vivre en commun. Si tout le monde commence à être dérogatoire par rapport au droit, on peut le faire. D'ailleurs, ça s'appelle l'expérimentation. Que la DGAC et ses autres institutions. Donc tout ça, c'est de la faute de la DGAC. Là, il y a de la part de l'État et du gouvernement que vous soutenez, et je ne le critique pas, c'est tout à fait. Maintenant, il y a une confiance à rétablir. Il y a une confiance à rétablir dans les procédures, dans les documents qu'on publie. Et quand cette confiance sera rétablie, et j'espère que vous allez y arriver puisque vous êtes majoritaire, quand cette confiance sera rétablie, là, le discours que vous avancez sera beaucoup plus audible, y compris par les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait 6 mois de médiation, on fait exactement ça. Mais c'est très bien, et personnellement, je trouve ça bien. Mais il y a eu de la médiation, Hervé Kempf. Il y a eu cette fameuse consultation. Non, mais voilà, il y a de la consultation, il y a des élections, donc moi je veux bien imaginer, on y travaille un autre monde. Mais quels que soient les termes de cette consultation dont on peut discuter, et il y a eu des élections, le fait est que, malgré tout, ça mérite réflexion, il y a eu une majorité de suffrages. Peut-être qu'il n'y avait pas l'alternative, j'en conviens, il aurait fallu présenter un choix, mais il y a eu une majorité de suffrages, et les élus du secteur ne sont pas massivement contre le projet, c'est la réalité. On n'a pas fait sur le Grand Ouest, donc on ne sait pas. Non, mais Grand Ouest, toujours les élus de Vendée comme M. De Villiers qui sont contre. J'en sais quelque chose. J'ai été élu député aussi étaient mal parce que je m'opposais à un aéroport. Mais ça, c'est en région centre et c'est en Eure-et-Loire, pour être précis. Dans une circonscription qui n'était pas super favorable aux écologistes, j'étais élu parce qu'il y avait une opposition massive à ce projet, notamment. Bon, donc je suis quand même surprise où je constate que cette opposition au projet qui est réelle, qui a mobilisé et qui mobilise toujours des centaines, des milliers de personnes, ne se traduit pas dans les urnes. Clairement dans les urnes. C'est quand même Mathilde Panot, c'est intéressant parce qu'on a fait plusieurs émissions Notre-Dame. Enfin, moi, très honnêtement, je pensais qu'il y aurait un déferlement, bien sûr. Et c'était pourtant favorable. Mais les opposants n'avaient pas tous joué le jeu de se dire, comme c'était très compliqué. C'est troublant quand même, c'est vrai, il faut le dire. Oui, mais écoutez, nous aussi, on s'attendait à un non absolu. À un projet, je me précipite pour voter contre, quels que soient les termes de... Peut-être que Mathilde Panot, il y a deux questions, il nous reste une 30 et c'est un débat philosophique. La démocratie. Arguments, mais enfin... La démocratie, et c'est vrai, la place des élus, si je peux permettre. On ne peut pas non plus considérer que les élections, les consultations
Mais attendez, l'aéroport du Grand Ouest, ça a été dit, et on n'interroge que la Loire-Atlantique. Mais Jean-Marc Ayrault a été élu, Johanna Rolland est favorable à l'aéroport, elle a été élue massivement. Les élus même du secteur sont pas tous, et loin s'en faut, hostiles. Localement, Notre-Dame-des-Landes et plusieurs villages aux alentours sont clairement en opposition. Pas les élus en vue. Où est-ce que vous mettez la limite? La conclusion, Mathilde Panot, la démocratie dans tout ça. Mais la démocratie, c'est que la démocratie n'a pas été respectée dans ce projet, parce que quand on... Mais elle a parlé pour les élections quand même. Oui, mais si on fait... Déjà, c'était une consultation, pas un référendum, j'insiste là-dessus. Mais j'ai pas dit référendum. Mais si on fait une campagne en ayant des éléments qui sont faux et qui sont des mensonges, en disant que aménager l'aéroport existant va coûter 2 fois plus cher que de créer cet aéroport, ce qui est un mensonge, forcément que la campagne, vous ne pouvez pas admettre qu'elle ne soit pas biaisée. Mais n'empêche que dans les urnes, c'est vrai que ce sont des personnes qui n'étaient pas opposées, qui sont plutôt favorables, qui ont été élues. Paradoxe. Oui, mais si vous regardez le détail, par exemple, de cette consultation, vous voyez que c'est les personnes... On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Oui, mais ils n'ont pas été... Attendez, on fait une... Comment dire? Les élus, ils n'ont pas été seulement élus par rapport à la question de l'aéroport. On n'élit pas M. Macron seulement pour une chose, mais pour un certain nombre de choses. M. Ayrault, il avait une bonne politique, on l'a vu, il a une politique urbaine qui était intéressante, donc il a aussi ce crédit-là qui lui a permis d'être élu. Pas que sur l'aéroport. Pour conclure, vous êtes d'accord avec ça? Vous lanciez le débat qui ne fait pas qu'il y ait des petites ZAD, des petites micro-ZAD partout en France, mais le débat de la démocratie a tranché, non? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Comme le disait le député tout à l'heure d'ailleurs. La consultation, elle a parlé, mais probablement parce que le sujet des nuisances sonores, des nuisances aux riverains n'est pas du tout un sujet théorique. C'est un sujet extrêmement concret. Et là, parfois, j'ai l'impression qu'on a un discours un peu éthéré sur les modèles de société, etc. Donc, il faut se garder quand même d'avoir cette distance par rapport à des nuisances qui sont réelles. Et encore une fois, peut-être qu'on peut partager la voie d'une solution, mais pour autant, les problèmes des gens qui sont les riverains de Nantes sont absolument réels. On va les entendre. Je pense qu'ils vont forcément s'exprimer sur ce dossier. Merci de nous avoir éclairé. Alors c'est le début, c'est un premier épisode, puis on va évidemment suivre de très près ce qui se passe jusque fin janvier, parce qu'il va se passer évidemment pas mal de choses. Merci à vous quatre. Merci à Mathilde Panot. Vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Merci à Jean-Baptiste Djebari d'être venu pour la première fois dans l'émission Ça vous regarde. Vous êtes député de La République En Marche de la Haute-Vienne et pilote de ligne. C'est pour ça que vous étiez aussi précis sur les pentes d'avion. Merci à Marie-Hélène Aubert. Vous êtes la présidente du conseil d'administration. Présidente, directrice? Non, présidente du conseil d'administration, et par ailleurs, ancienne conseillère de François Hollande, bien entendu, sur le climat et l'environnement. J'ai bien compris. Hervé Kempf, merci. Rédacteur en chef de Reporter. On peut lire évidemment tout le travail que vous venez, notamment, entre autres, sur Notre-Dame-des-Landes, avec Picard, qui raconte et qui nous fait partager son point de vue sur Notre-Dame-des-Landes. Merci. Demain, on s'intéresse à un sujet qui vous concerne, parce que ça fait 4 mois que vous planchez sur les ateliers de la réforme, et la fumée blanche est sortie. On va tout vous raconter sur ces ateliers, le travail mené par les parlementaires pour réformer la maison, l'Assemblée nationale. Je serai là. À demain et bonne soirée. Droit de suite, c'est dans un instant. Allô? Marie? Mais qu'est-ce que tu fous où tu es? Qu'est-ce que c'est que ça, Thérèse? Votre lettre de licenciement, Victor, c'est affreux. Victor a tout perdu. Son job, sa femme, ses amis, son moral est au plus bas. Bref, c'est la crise. Un film absolument mythique du répertoire cinématographique français que je vous propose de voir ou de revoir. Une fiction qui résonne peut-être encore aujourd'hui, 25 ans après sa sortie. Grand écran présenté par Valérie Brochard, dimanche à 20h30.